Sur la première 7h37, on va commencer par une question quasiment philosophique. Et si la simplicité était un art, pas celle qui consisterait par exemple à réduire volontairement sa consommation, non, celle qu'il faudrait atteindre pour résoudre les problèmes et agir ensuite efficacement. Un art qui demande du talent, mais aussi beaucoup d'efforts, celui de tenter d'aller à l'essentiel. Durant les 14 ans qu'il a passé à la tête des CFF, notre invité du jour, docteur en sciences économiques et entrepreneur, guide de montagne aussi, a eu largement le temps d'explorer cette approche. Il en a fait la synthèse dans un petit ouvrage que viennent de publier en français les presses polytechniques et universitaires romandes intitulé « Simplicité, l'art d'aller à l'essentiel ». Bonjour Bénédicte Weibel. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin jusqu'à 8h dans notre studio du Palais Fédéral, ancien patron des CFF, je l'ai dit. La simplicité, pourquoi cet ouvrage sur ce thème-là ? Oui, parce que ça me préoccupait pendant presque toute ma carrière, depuis des décennies. Je suis tombé sévèrement par les crises et j'en ai vécu pas mal, des crises financières, des crises avec les accidents, la grande panne d'électricité. Et dans ces situations, on se concentre sur très peu de facteurs. Le monde devient très étroit. Si vous n'êtes pas à même de vous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, vous ne survivez pas. Et ce qui m'a frappé toujours, c'est quand on revient aux zones de confort, on commence à disperser. Et je pense que se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel, c'est une maxime ou la maxime la plus importante, une des maximes les plus importantes pour agir, soit dans une entreprise, mais aussi dans d'autres domaines de notre vie. Au fond, ce sont les crises qui nous enseignent le plus. Il faudrait être perpétuellement en crise pour aller le plus vers la simplicité, c'est ça ? Non, mais c'est quand même frappant comment on commence à se disperser, à fragmenter les forces dès qu'on est dans une zone de confort. Et je crois que la loi de se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est une maxime stratégique, peut-être la plus ancienne. Et je crois que c'est tout, parce que les ressources, ce sont des heures de travail, c'est l'argent. Les ressources sont toujours limitées. Alors, ce principe de les engager là où ça fait le plus de sens, c'est primordial. Quelle est votre, peut-être commencer par là aussi, quelle est votre définition de la simplicité, Bénédicte Weibel ? Pour Steve Jobs, que vous citez, la simplicité est la sophistication suprême. C'est vrai qu'on dit parfois c'est très compliqué de faire simple. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses ? Oui, bon, Steve Jobs il a aussi dit pour être simple, il faut beaucoup travailler, il faut pénétrer profondément dans la complexité pour la comprendre. Mais Steve Jobs, par exemple, il n'a jamais accepté plus que 3 ou 4 priorités dans son entreprise. Et c'est quand même l'entreprise qui vaut encore le plus dans le monde. Alors, ça ne peut pas être faux. Alors, ça veut dire toujours se dire... Qu'est-ce qui est vraiment important ? Après mon carrière au CFF, je suis devenu le délégué de la Confédération pour l'Euro-Foot 2008. Et dès le début, je me suis fait une liste de contrôle des points qui sont vraiment importants. Et ici, chaque semaine, ça se déroulait complètement différemment comme prévu, mais on avait les 5 points à résoudre pendant la semaine. Et quand on ne les a pas résolus à la fin de semaine, on a travaillé le week-end. C'était tout simple. Bénédicte Weibel, voilà pour le cadre, mais donnez-nous peut-être quelques exemples Vous avez été grand patron, manager pendant 14 ans, vous l'avez dit, vous avez connu des crises, des accidents, des pannes techniques. Qu'est-ce que ça vous a appris sur le moment ? Comment vous avez réussi à les résoudre de manière simple ? Donnez-nous quelques exemples peut-être. Bon, l'année le pire et la journée qui a changé profondément ma vie, c'était le 8 mars 1994. Le grand accident, un déraillement d'un train de pétrole à Zurich-Affoltern où tout est brûlé autour de la gare d'Affoltern. 13 jours plus tard, il y avait l'accident à Däniken. Un train voyageur a été coupé par un cran au bord des voies. Il y avait 9 morts. Et le 29 juin de cette année, il y avait l'évacuation de la ville de Lausanne, l'interne de la ville de Lausanne. C'était un wagon chargé de produits chimiques, si je me souviens bien. Oui, de chloride, très dangereux. Et dans ces situations,
Oui, il faut agir. Et le paradoxe, c'était qu'avant ces accidents, on savait qu'on avait des problèmes avec notre système de sécurité. On a fait faire des rapports. Vous connaissez ces rapports, 150 pages, très complets. Rien s'est passé. Après ces accidents, c'était très simple. On a défini très peu de projets, les matières dangereuses, les chantiers au bord des voies, la sécurité de travail, le déroulement, chaque projet avec un chef de projet très compétent. On a fixé des buts très ambitieux, des délais très ambitieux. Chaque mois, on s'est retrouvés pour contrôler le progrès et les choses ont commencé à changer très vite. Oui, donc c'est la crise, c'est ces crises majeures qui vous ont enseigné pas mal de choses. Est-ce que cette tension vers la simplicité peut s'appliquer à tous les domaines, selon vous je disais question philosophique, mais à la philosophie, à l'économie, au monde de l'entreprise, à l'enseignement. Ça peut s'appliquer partout? Oui. Oui, je suis sûr que ça s'applique partout parce que la réduction, c'est un principe aussi biologique parce que tout qui est superflu dans la nature est sélectionné. C'est un principe de la science, un principe esthétique. Moi, je crois que c'est valable partout. C'est aussi un principe de survie. Les gens qui habitaient dans les grottes, oui. Quand il y avait quelqu'un devant la grotte, ils ont dû, parmi des secondes, décider si c'est un ennemi ou c'est un ami. Et ça passe tous par la réduction sur l'essentiel. Alors la réduction sur les process, est-ce que ça passe aussi par la réduction, je veux dire, dans les structures d'une entreprise? Est-ce qu'il faut simplifier ce qu'on appelle parfois le millefeuille, trop de couches hiérarchiques, etc. Est-ce qu'il faut aussi tendre vers ce genre de simplification dans les ressources humaines, dans le personnel humain? Absolument. Je suis sûr que une organisation simple, on dit aussi une organisation de spaghetti, c'était l'ancienne CFF, vers une organisation d'asperges qui est assez claire, qui est simple, où il y a la délégation, où il y a l'autonomie. Et je crois, dans nos mondes encore, où beaucoup se passe, on vient de discuter l'ubérisation de ce monde, je crois que la décentralisation et l'autonomie devient très, très important. Et la simplicité aussi de ces structures. Est-ce que la Suisse, qu'on dit évoluant comme une société perfectionniste, est-ce que c'est le perfectionnisme qui nous tue à petit feu? Est-ce qu'on perd trop d'énergie, d'argent, de ressources dans cette quête du perfectionnisme? Vous parliez des rapports de 150 pages qui ont servi à rien au fond avant ces accidents. Est-ce qu'on est trop perfectionniste en Suisse? Oui. Bon, il faut dire que c'est une critique à haut niveau, parce que quand on voit tous les rankings dans le monde, la Suisse est toujours à la tête. Mais je suis sûr, si je prends un exemple, par exemple, c'est l'autorité de surveillance des finances, FINMA. Oui. C'est une réglementation de 1100 pages, ou 1100 pages. Et il faut quand même se demander si on ne pouvait pas régler ça avec 100 pages. C'est un grand connaisseur, Peter Siegenthaler, l'ancien directeur des finances, qui m'a dit « Mais c'est aussi l'industrie qui veut ces 1100 pages parce qu'ils ont pu éviter une réglementation stricte et simple sur le capital propre. » C'est comme dans l'éducation. Si vous définissez pour un enfant 20 règles, vous pouvez être sûr que pas tous les 20 sont poursuivis. Si vous définissez 3, mais vous imposez les 3, ça joue. Est-ce que à édicter trop de règles ou trop de paperasse ou des documents trop longs, est-ce que c'est pas une manière de se déresponsabiliser aussi? Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, je vous pose la question. Mais on fait encore comme ça beaucoup dans les entreprises, dans les organes de la Confédération. Vous en avez parlé peut-être à la FINMA de cet aspect-là, Bénédicte Weibel? Oui, je n'ai pas parlé avec la FINMA, mais avec les gens des banques. Non, mais c'est clair. Et je crois aussi que c'est une question de culture. On apprend déjà à l'école. Je me souviens, quand j'ai écrit mon premier essai à l'école, j'ai dit, j'ai écrit 12 pages. Et on avait le sentiment que la quantité, c'est la qualité. Et c'est faux. C'est absolument faux. Oui, mais il faut une quantité de travail, une quantité d'expérience avant pour tendre vers la simplicité. Ça, vous êtes d'accord? Il faut travailler encore plus pour être simple après. Absolument. J'ai dans mon livre un petit exemple d'un cabinet d'avocats qui a, pour un appel d'offres, qui a dû faire une proposition. Ils ont travaillé jour et nuit pendant 1 mois pour finalement avoir cette offre sur une page entière. Mais c'est un immense travail derrière.
Oui, c'est presque un travail un peu bouddhique, un peu zen. Vous tendriez vers une forme de bouddhisme, Bénédicte Weibel? Pas forcément, mais je dois dire, il y a une certaine attraction du zen. Hein. Zen, bouddhisme, c'est vraiment la simplicité. Et il y a quelque chose qui est dedans. Qu'est-ce qu'on peut simplifier en Suisse, outre les règlements de la FINMA et peut-être d'autres organismes? Est-ce que le système politique suisse est trop compliqué, par exemple? Est-ce qu'il y aurait des choses à simplifier? Non. Non, je ne changerai pas le système politique parce que le système politique suisse, c'est un système décentralisé. C'est le fédéralisme et ça, je crois, c'est un énorme atout pour notre système. Mais on discute très, très intensivement maintenant les questions de la régulation. Et tout le monde a le sentiment qu'il y a trop de règles. On vient de dire pour chaque nouvelle loi, on éteint un ancien. Mais je crois que c'est cette question de culture. Il faut réglementer. Vous citez, où je viens d'apprendre sur Uber. Il faut une réglementation. Mais la réglementation doit se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Ce qu'il nous faut, c'est une économie très forte, mais il faut aussi un État qui est fort. Un État qui est fort, il fait ce qu'il faut faire et il faut le faire efficient. Vous parlez d'Uber, de l'ubérisation du monde en tant qu'ancien patron des CFF. C'est une forme de simplification du rapport entre l'homme et la machine, Uber. Hein. Au fond, c'est une petite interface. Donc ça doit vous séduire sous bien des aspects. Bien sûr. Je veux dire, c'est une idée formidable. Du reste, l'invention de Uber, c'était deux Américains qui ont attendu une nuit de Sylvestre à Paris pendant 1 heure, un taxi, parce qu'il pleuvait. Et ils avaient l'idée. Et Uber, c'est un super produit. Mais il faut réglementer parce qu'il y a aussi la question d'égalité des armes. Réglementer, mais pas interdire. Réglementer, mais pas interdire, oui. Oui, parce que parfois on a tendance à l'interdire, y compris en Suisse. Ça va trop loin selon vous. Ça va contre le sens de l'histoire. Oui, selon moi, oui, absolument. De transport de passagers, parlons-en encore un peu plus, et de passagers en nombre. Vous avez été donc 14 ans patron des CFF, branche qui a connu beaucoup de changements. Quel regard vous portez maintenant sur ces transformations marquées notamment par une vague de privatisation? On peut penser non pas au rail, mais à la route. Flixbus, cette jeune compagnie allemande qui a accueilli l'an dernier dans ses bus plus d'1 million de passagers en Suisse, et c'est visiblement qu'un début. Flixbus, est-ce que ça c'est une concurrence, certes routière, qui vous paraît positive, Bénédicte Weibel? C'est une concurrence qui va venir, mais je crois, si j'étais encore au chemin de fer suisse, je suis encore au chemin de fer en Autriche, mais en Suisse, je serai assez tranquille parce que oui, Flixbus, ce qu'ils font aussi en Suisse, c'est tous dans les domaines internationaux. Et Flixbus est fort quand le rail est faible. Et le rail est faible, par exemple, entre Zurich et Munich. Et là, Flixbus est fort. Pourquoi on est faible sur cette liaison? Parce que les Allemands, même aujourd'hui, ils n'ont pas pu électrifier le tronçon entre Lindau et Munich, ce qui est terrible. Mais bon, je viens de me renseigner sur le TGV. Il y a un TGV maintenant. Non, il n'y a pas un TGV. Il y a un Flixbus entre Berne et Paris. Je me suis renseigné sur cette offre. Alors, si je veux me rendre avec Flixbus, le vendredi prochain à Paris, il faut partir à Berne 3h45. J'arriverai à Paris à 17h10. Un temps de trajet de 13h25 minutes. Le TGV de Berne, c'est 4h15 minutes. Donc, c'est pas concurrentiel. Ouais. C'est pas une concurrence. Si ce n'est sur le prix. Là, le prix est évidemment concurrentiel. Oui, le prix c'est 38,40 €. Mais alors là, si je compte les heures que je perds, c'est pas une concurrence. Et dans le système domestique en Suisse, je crois, ils ont aucune chance. Hier, sur la une de 20 minutes, c'était toujours plus de bouchons sur les autoroutes. Alors là aussi, et l'offre de chemin de fer en Suisse, pas seulement les chemins de fer, tout le système de transport public, c'est quand même un système absolument formidable. Aussi les fréquences, parce que vous avez entre Berne et Zurich, toutes les demi-heures, vous avez la liaison entre Berne et Lausanne, etc. Alors c'est quand même... Là, je ne crois pas que Flixbus va s'imposer. Alors, bon, sur le rail aussi, la concurrence se renforce. On a la compagnie Brig-Lötschberg-Simplon qui aimerait obtenir une concession sur une des grandes lignes qui traversent la Suisse. Concession jusque-là réservée au CFF, mais qui arrive à échéance à la
fin de cette année. Est-ce que cette revendication de cette compagnie privée vous paraît légitime, Bénédicte Weibel? Non. Réponse claire. Non, je crois que c'est un non-sens. Parce que la compétition, ça veut dire qu'il faut se différencier. Mais en Suisse, on a un horaire systématique pour tout le pays, un horaire optimisé. On a un système tarifaire unifié. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore faire? Le matériel roulant, c'est le même. Hein? Alors, BLS, ce sont les couleurs, un peu les sièges, peut-être qu'ils sont différents. On ne peut pas se différencier. Alors, ça ne fait pas de sens. Du reste, le mot privatisation, ça me fait rire, hein, parce que BLS, c'est quoi? C'est une compagnie qui appartient finalement à la Confédération et au canton de Berne. Il n'y aura pas de privatisation à grande échelle dans le domaine du rail en Suisse? Non. Bon, il y en a. On a tendance toujours d'oublier le marchandise. Les marchandises, même sur le transit nord-sud, les CFF, on a perdu plus que la moitié du trafic. Alors là, la privatisation a entièrement joué, et particulièrement aussi en Suisse. Bénédicte Weibel, ça va nous ramener de manière indirecte à des questions de transport. C'est un article de presse qu'on a lu. Vous avez lu, Esther Coco, les seniors reprennent le pouvoir au Parlement. Oui, les seniors poursuivent leur offensive au Parlement, souligne ce matin l'Aargauer Zeitung. Après leur victoire pour repousser le contrôle de santé obligatoire pour le permis de conduire de l'âge de 70 ans à 75 ans, ils obtiennent une autre victoire. Les CFF ne pourront pas fermer une 50aine de guichets comme ils l'avaient demandé. Derrière ces offensives pour ne pas rendre trop difficile la vie au troisième âge, un député, l'UDC Maximilian Reinmann, il se voit conforté dans son rôle de défense des intérêts des plus de 60 ans. Les retraités ont désormais le vent en poupe sous la coupole. Oui, c'est la fermeture de 52 points de vente CFF gérés par des tiers qui devrait être suspendue. Décision du national. Ça va dans le bon sens, Bénédicte Weibel? Oh, écoutez, je dois heureusement plus commenter ces décisions, mais je crois le Parlement, ils approuvent quand même les subventions très considérables pour les CFF. Alors ça veut dire qu'ils ont le droit d'intervenir, et ils interviennent. Il faut l'accepter, quoi. Il faut l'accepter, mais on peut faire la comparaison avec la fermeture des guichets de poste. C'est la même chose. C'est la même chose finalement. Ouais, on est dans le service public là, vraiment. Oui, mais il y a une grande différence. À la Poste, il n'y a pas de subvention de la Confédération. Mais au CFF, il y a des subventions énormes. Et quand même, il y a la loi que celui qui paye, il commande aussi. Oui, mais ça va dans le sens de l'histoire, le fait d'empêcher la fermeture de petits guichets, ou est-ce qu'à terme, il y aura encore des guichets? Voilà, ça, c'est pas une question politique, c'est une question stratégique, pratique. Est-ce qu'il y aura encore des guichets physiques? Oui, il y aura certainement encore, mais encore peu, parce que c'est clair, c'est inévitable que ça se transfère sur le portable, hein, sur le smartphone. Comme je vous ai dit, je suis encore au chemin de fer en Autriche, président du conseil depuis 10 ans d'une compagnie privée. Il y a une participation de la SNCF aussi, qui fait les trains entre Vienne et Salzbourg. Nous, on vend 75% des billets encore dans les trains, parce qu'on n'a pas des guichets. Et on n'a pas des automates billets. Alors ça aussi, hein, c'est une demande des clientèles de pouvoir acheter le billet dans le train. Mais à moyen terme, c'est clair que ça se transfère vers le portable. Une question du matériel roulant. En 2010, Bénédicte Weibel, c'était l'entreprise canadienne Bombardier qui avait remporté ce qu'on avait appelé le contrat du siècle à l'époque, mis au concours par les CFF pour la construction pour plus de 2 milliards de francs de matériel ferroviaire. Aujourd'hui, on l'a appris la semaine dernière, Bombardier parle de supprimer 650 places de travail à Zurich et à Villeneuve aussi. Est-ce que vous auriez tendance à penser, après coup, avec le recul, qu'on aurait dû à l'époque lui préférer son concurrent, le turgovien Stadler Rail? Pour moi, je dois dire, c'est une histoire scandaleuse. Oui, c'est retard, c'est énorme. Pour vous dire, on a commandé au début de 2015 chez Stadler pour la Westbahn en Autriche 10 rames. Et aujourd'hui, la première de ces 10 rames est en exploitation entre Vienne et Salzbourg. Alors, vous voyez, en 2 ans et demi, tu commandes jusque ces rames sont homologées et ils roulent. Et Bombardier, on attend encore, et maintenant, ils veulent fermer ces ateliers. Moi, je trouve que c'est une entreprise, c'est terrible. Vous avez dit scandaleux, c'est ça?
Oui, j'ai dit, tout le processus est scandaleux, je dois dire. Je le connais pas, hein, je connaissais pas la manière de cet appel d'offres, mais d'avoir un retard de plusieurs années et encore fermé, et ça, je trouve, c'est vraiment difficile à comprendre. Les pouvoirs publics devraient intervenir dans ce dossier ? Oh, vous savez, vous connaissez le pouvoir des pouvoirs publics, hein, c'est quand même minimal. Et on sait que Bombardier a beaucoup de problèmes. Du reste, ils avaient déjà beaucoup de problèmes il y a 7 ans. Et ils ont surtout de problèmes aussi sur la division la plus forte, c'est l'aviation. Affaire à suivre, comme on dit dans le journalisme. Bon, on va parler de l'égalité homme-femme, Valérie Droux. Les équipes fonctionnent mieux si elles sont mixtes. Parole d'une rectrice d'université, Université de Lausanne, Nouria Hernandez. L'Université de Lausanne qui a présenté lundi un plan pour améliorer l'égalité et dont la rectrice est donc en interview dans Le Temps à l'occasion aussi de la journée nationale des femmes aujourd'hui, 14 juin. Biologiste, elle dit rire quand on dit que les hommes et les femmes sont égaux alors qu'ils sont très différents. En revanche, l'égalité des chances concerne tout le monde et de souligner que des recherches montrent que justement les équipes fonctionnent mieux si elles sont mixtes. Le plan de l'université prévoit d'atteindre 40% de femmes professeurs d'ici 2020. Pour chaque engagement, dit-elle, il faut se demander si une femme pourrait être engagée à compétences égales avec un homme ou alors s'il y aurait une bonne raison objective, académique, de ne pas la retenir. Alors, on a 30 secondes, pardon, le temps est imparti et bientôt échu. Bénédicte Weibel, ça fonctionne mieux quand les équipes sont mixtes ? Vous avez fait cette expérience-là ? Oui, ça c'est sûr que ça fonctionne mieux. Oui, et par exemple au CFF de votre temps, c'était la parité ou il y avait encore oh non, un peu de travail à faire ? Non, on avait beaucoup de travail à faire et ça progressait très très lentement. Non, ça c'est un sujet où on n'était jamais content. C'est un sujet qui est resté, je crois, un peu partout. Mais une chose, c'est sûr que les équipes mixtes fonctionnent mieux. Voilà, merci beaucoup pour cette confirmation, on s'en doutait. Bénédicte Weibel, vous êtes docteur en sciences économiques, ancien patron de la direction générale des CFF et vous l'avez dit, vous exploitez une ligne en Autriche entre Vienne et Salzbourg. Vous étiez dans le studio du Palais fédéral ce matin, merci d'avoir été notre invité. Merci.